Bonjour. Je continue à discuter avec vous, si on peut dire, en ce jeudi 11 décembre, des rapports entre les femmes et les machines. Il semble que les machines aient été... Alors, il y a une dialectique assez complexe, mais il semble que les machines aient été calquées sur les femmes, avant que ce ne soit le contraire, ce qui semble un peu improbable. J'avais déjà parlé de cette question, par exemple, de tous les processus, vous savez, on fait entrer une carte magnétique dans une fente, qui est un phénomène très féminin, très rapport masculin-féminin, de même que le football, quand on marque un but, on fait entrer la balle, le ballon dans les buts, ou le gardien de but, autrefois on disait le goal, le mot goal qui veut dire d'ailleurs en anglais but. I have a goal, j'ai un but. On ne dit plus le goal, mais vous voyez, ça prouve bien que le français et l'anglais ont des rapports qui évoluent. On dit toujours corner, on dit toujours penalty, au lieu de dire pénalité. Bon. C'est pas le but de ce débat. Le débat, c'est que le fait même de faire l'amour est également un processus qui ressemble énormément au rapport que nous avons avec la machine. Toutes ces machines qui ne fonctionnent que parce qu'on introduit quelque chose, introduire une pièce de monnaie, introduire une carte, c'est un terme d'une très grande banalité. Donc le rapport entre la machine et la femme, il est flagrant. Il est flagrant, et d'ailleurs dans une précédente vidéo, je disais à quel point, par certains côtés, l'homme peut tromper sa femme avec son ordinateur. Avec son ordinateur, que ce soit pour consulter, que ce soit pour créer, peu importe. Mais la femme peut se sentir trompée, ou en tout cas jalouse de l'intérêt et de l'importance qu'accorde l'homme aux machines. Mais en même temps, les machines sont des substituts aux femmes. Apprendre à conduire une voiture, c'est pas très différent que d'apprendre à faire l'amour avec une femme, ou avec un homme d'ailleurs, pour les homosexuels. Tout ça, c'est une question de savoir-faire, d'apprentissage. Et généralement, nous sommes prisonniers de ce que nous savons faire, et nous laissons de côté ce que nous ne savons pas faire, quelles que soient les raisons qu'on pourrait avoir de faire ce que nous ne savons pas faire. C'est le premier savoir-faire. Donc, effectivement, la procréation reste le domaine privilégié de la femme pour l'instant, même son domaine réservé, le seul d'ailleurs quelque part, qui d'ailleurs étrangement est lié directement à cette question de l'androgyne et de la parthénogénèse. Cette parthénogénèse qui, selon moi, a été un des attributs de l'androgyna, ce qui veut dire que la perte de l'androgyna, qui se fait entre le passage du premier au deuxième chapitre de la Genèse, c'est l'incapacité de l'homme, Adam, l'homme, à faire un enfant sans passer par la femme, Isha. Effectivement, pour l'instant, on bute sur ce point-là, et c'est là que la femme a une sorte d'avantage sur la machine, qu'elle n'a pas encore pu acquérir et obtenir. Dans les rapports de l'homme à la machine, est-ce que la machine menace l'homme ? Elle menace l'homme quand il n'est pas à la hauteur de sa fonction et de sa mission. Elle menace l'homme quand il rentre dans le taylorisme, quand il rentre dans des fonctions interchangeables. Parce que le mot même interchangeable veut bien dire ce qu'il veut dire. Si une activité est interchangeable, elle est non seulement interchangeable entre les humains eux-mêmes, mais elle est interchangeable jusqu'à un certain point entre les humains et les machines. N'oublions pas. Donc, l'homme ne pourra dominer la machine, pourra continuer à dominer la machine, que s'il reste en très haute gamme, c'est-à-dire s'il produit des choses extrêmement avancées, s'il est constamment dans le renouvellement, s'il est constamment dans la création de nouveaux éléments, car dès lors que les choses se scléroseraient et deviendraient
disons, immuable, là, la machine peut l'emporter. La seule façon pour l'homme de garder son ascendant à la fois sur les machines et sur les femmes, c'est le renouvellement. C'est le refus d'accepter de rester sur les écrits, d'accepter de rester sur des habitudes, d'accepter d'être dans la répétition. Il faut absolument que les hommes fassent la guerre à tout ce processus-là de choses qui sont réchauffées, de choses qui sont cristallisées, qui sont figées. Si on laisse les choses se figer, c'est le domaine, c'est donner le pouvoir aux femmes, aux machines. Il faut constamment renouveler, avancer, remettre en question ce qui a été fait, donc déstabiliser à la fois les femmes et les machines, en disant ah non, non, vous savez faire ça, mais maintenant c'est plus ça. Maintenant il faut encore ça. Et à ce moment-là, chaque fois que l'homme reprend de l'avance, se retrouve à l'avant-garde, à ce moment-là, on reprouve une structure hiérarchique, et à ce moment-là, les femmes doivent suivre, doivent se réhabituer, etc. Et de toute façon, le progrès est une condition nécessaire. Liberté, égalité, fraternité, oui, mais dans le progrès. Hein? S'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'égalité. Et le progrès, c'est la liberté, si on veut. Donc, s'il n'y a pas de progrès, il y a des gens qui savent faire, des gens qui ne savent pas faire. Donc, les gens nouveaux arrivent, ils doivent apprendre des choses que les autres savent déjà faire. Non, il faut que le progrès remet constamment tout le monde à égalité devant quelque chose de nouveau. C'est la seule condition. Une société qui ne progresse pas, qui ne se remet pas constamment en question, ne peut pas intégrer de nouveaux éléments. Parce qu'à ce moment-là, il se crée une situation d'inégalité entre ceux qui sont déjà en place, ceux qui connaissent déjà le langage. Enfin, à la limite, il faudrait aussi renouveler constamment le mode de langage, le mode d'expression, pour que justement les nouveaux venus ne soient pas handicapés, ne soient pas dominés par ceux qui sont déjà habitués. Hein. Donc le renouvellement, c'est la condition absolue de l'égalité. Et le renouvellement, c'est la liberté. Donc on a déjà ce binôme liberté-égalité lié à créativité, mettant tout le monde à égalité devant la nouveauté. Quant à la fraternité, bon, la fraternité, c'est... D'ailleurs, le mot fraternité n'était pas utilisé à l'origine dans la devise. Je crois qu'il y avait un autre mot qui était employé, je ne me souviens plus lequel, peu importe. Mais en tout cas, c'est ce binôme liberté-égalité qui est important. S'il n'y a pas liberté de création, liberté de mouvement, il n'y a pas d'égalité. Si on fige les libertés par rapport aux habitudes, par rapport aux pratiques anciennes, il n'y a pas d'égalité, et à ce moment-là, il n'y a pas de recrutement. C'est un petit peu le problème. Pourquoi il n'y a pas de recrutement? Parce que pourquoi des gens viendraient dans un groupe où il y a déjà tout un système qui est en place, où il y a déjà des gens qui sont complètement habitués à certaines choses, et où donc les nouveaux venus seront forcément de seconde zone. En revanche, dans une société comme la société scientifique, comme la société technique, où tout se renouvelle en permanence, là, on peut facilement entrer dans le système sans être brimé, sans être handicapé par la nouveauté, par sa propre nouveauté. Il n'y a pas ceux qui sont déjà là et ceux qui ne sont pas là. Tout le monde la créativité scientifique et technique remet tout le monde au même niveau en permanence. Il n'y a jamais de rente de situation, il n'y a jamais de choses qui sont parfaitement acquises. Et seuls les hommes sont capables de profiter pleinement de cette liberté et donc de générer véritablement cette égalité. Sans les hommes, il n'y a pas d'usage de la liberté, et sans les hommes, il n'y a pas de mise en pratique d'une véritable égalité. Bon, parce que, qu'on le veuille ou non, s'il y a un système qui est figé, quelle égalité y a-t-il? Parce qu'il n'y a pas d'égalité pour les nouveaux. Il n'y a pas d'égalité pour ceux qui viennent d'arriver, pour les immigrés, il n'y a pas d'égalité pour les enfants, il n'y a pas d'égalité pour... Enfin, c'est un système qui, par lui-même, est hiérarchisé. C'est ça qu'on ne comprend pas souvent. C'est que, à partir du moment où vous avez un système qui est figé, on est dans la hiérarchie. Hiérarchie diachronique. Ceux qui sont avant ont un avantage par rapport à ceux qui viennent après. Pour ça, c'est inacceptable. Dans une société d'immigration, ce qui caractérise la bonne réalisation d'une immigration et d'une intégration de l'immigration, c'est la possibilité de constamment avancer, de constamment renouveler.
qui permet aux nouveaux venus d'avoir pleinement leur rapport. Ce qu'on ignore à propos de la société américaine, par exemple, c'est pas tellement qu'elle laisse ses chances à tout le monde, c'est que les conditions pour lesquelles tout le monde a ses chances, c'est justement l'innovation, c'est justement la liberté d'action, la liberté d'entreprise. C'est ça qui permet justement l'égalité. Dans une société qui est figée, il n'y a pas d'égalité. Il y aura forcément ceux qui sont déjà là et qui connaissent le système, et ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas encore. Donc là, on a déjà un décalage. Donc toute société qui se fige sur des modes de fonctionnement anciens est une société qui est incapable d'intégrer dans des conditions satisfaisantes de nouveaux éléments. Impossible. Sans liberté de création, il n'y a pas d'égalité dans une société. Il y aura forcément les gens nouveaux et les gens anciens. Alors, donc, une société qui veut recevoir, qui veut accueillir de nouveaux éléments, elle doit constamment elle-même se remettre en question. Parce qu'autrement, on se retrouve comme en France par exemple, une société qui se fige, et les gens qui arrivent, les immigrés, eux aussi, ils n'ont pas la possibilité de s'intégrer dans cette nouvelle société, ou du moins ils s'y intègrent qu'à titre d'éléments rajoutés, et ils vont donc eux-mêmes figer leur propre culture. La société française, si elle était en pleine évolution, en pleine remise en question permanente, eh bien, il n'y aurait pas toutes ces résistances communautaires, etc. Ce serait constamment remis en question une sorte de melting pot, si vous voulez, hein, de creuset. Comme le mot, d'ailleurs, melting pot est un mot très employé pour la société américaine, pour l'intégration. C'est-à-dire qu'on remet en question, on relance en permanence ce qui a été acquis. Ce qu'il faut absolument considérer comme tout à fait dommageable à une société, c'est l'écrit. C'est ce qui est l'écrit, c'est ce qui fige. Et je trouve ça invraisemblable que, par exemple, dans les lieux de culte, dans les lieux d'expression religieuse, les choses soient aussi figées, où les gens répètent en permanence les mêmes propos, relisent les mêmes choses, et après ils sont surpris que les éléments nouveaux ne soient pas à leur aise. Mais évidemment, il y a ceux qui sont hyper habitués par ce qui est déjà en place et qui revient constamment, et ceux qui débarquent. Non, il faut qu'il y ait constamment de la nouveauté dans le culte, c'est-à-dire qu'il y ait constamment une créativité, une improvisation qui met tout le monde à égalité. Cette liberté d'improvisation, cette liberté de création, c'est le gage de l'égalité.